Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e numéro de Power Up, un podcast destiné à toutes celles et ceux qui s'intéressent au domaine de l'art et plus précisément au domaine de l'illustration. Je suis Hugo Pétula, illustrateur et auto-entrepreneur et je serai votre hôte tout au long de ce 3e Power Up. Au menu, un petit tour des actus et puis nous tenterons de répondre à la question des tarifs que nous pouvons afficher lorsque nous nous lançons à notre compte et on terminera avec la présentation d'une artiste. Aujourd'hui, il s'agit de Cora Louise. Et on commence avec la maison d'édition Fidèle qui a lancé une nouvelle collection d'ouvrages. La collection va s'appeler Confidence qui pour le moment est en crowdfunding. L'idée de Confidence, c'est de laisser la parole à un ou à une artiste dans chaque livre, que ce soit de la BD, de la peinture ou même du graphisme. Pour le moment, 2 livres ont déjà été annoncés. Il s'agit de Temps libre par Camille Meyer et Passage par Magali Cazot. Les 2 suivants seront dédiés à Geoffroy Piton et à Corentin Garrido. Dans un de ces ouvrages, on retrouvera évidemment des visuels issus des travaux des artistes, mais aussi des textes rédigés par eux ou elles-mêmes, révélant intimement le lien avec leur pratique. Tout est évidemment produit en France, ce sont des petits livres réalisés avec une attention vraiment très particulière puisque le studio Fidèle est, avant d'être un éditeur, un studio d'impression. 8 projets seront attendus pour 2023 et comptez environ 22 € pour se procurer un des livres. La deuxième actu de cette semaine, c'est la nouvelle mise à jour de Clip Studio Paint. Il s'agit de la version 2.1.0. Et justement, je trouvais, utilisant Clip Studio Paint quotidiennement, je trouvais que la version tablette, c'était pas encore ça. Ça y est, maintenant le Simple Mode a été lancé pour simplifier la pratique du dessin sur les tablettes iPad et les tablettes Android. On peut évidemment à n'importe quel moment pendant notre travail revenir à l'ancienne version qui ressemble à la version desktop. Petit détail, mais pas du tout négligeable, maintenant vous pouvez exporter des GIFs, ou des GIFs, c'est comme vous voulez, avec la transparence. Ça peut être utile si vous voulez exporter un GIF pour Twitch par exemple, sans avoir un fond blanc ou un fond noir présent sur le rendu final. Pour soulager votre espace disque, la fonction timelapse a été améliorée aussi, puisque les fichiers finaux seront allégés de 80%, donc pratique des vidéos bien plus légères. Maintenant, une petite option supplémentaire, c'est aussi la possibilité d'enregistrer la durée de votre travail sur votre document. Ça permet de voir si vous avez passé 20 heures ou 30 heures sur votre dessin. Et puis, des nouvelles petites options pour le mode 3D. Maintenant, vous avez des ajouts de symétrie et normalement, les modèles 3D seront bien plus simples à manipuler. Et puis, pour terminer, la fonction recherche des fontes a été un petit peu améliorée, ce qui est pratique parce qu'on sait que le texte sur Clip Studio Paint, c'est pas encore ça. Donc dès qu'il y a des améliorations dans ce sens-là, c'est à saluer. Et la dernière actu, comme je l'ai évoqué lors du précédent podcast, c'est la dernière ligne droite pour participer au My Hero Academia Challenge organisé par Une Petite Marie et par Mathis Fialon. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour proposer votre dessin, votre super-héros, avec ses alters, ses super-pouvoirs, et à le partager sur les réseaux sociaux au hashtag MHAChallenge. Le grand sujet de la semaine, quel tarif pratiquer lorsqu'on est en micro-entreprise, lorsqu'on veut vendre des dessins ou des sculptures ou n'importe quel type de produit? On va essayer de répondre à cette question cette semaine. Alors déjà, pour commencer, sachez que légalement, pour vendre des produits, il faut que vous ayez un statut qui vous permet de le faire. Donc par exemple, une micro-entreprise, dans le précédent podcast Power Up numéro 2, on parlait justement de la création d'une micro-entreprise, avec les avantages, les inconvénients et tous les coûts que cela engendre. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sachez également que vous allez devoir environ rendre un quart du prix à l'URSSAF. Donc lorsque vous facturez quelque chose 100 €, en réalité, il n'y a que 75 qui rentrent dans votre poche. Et encore, ça ne prend pas en compte les éventuels coûts de matériaux. Si par exemple vous faites une sculpture, vous allez avoir besoin d'argile. Et cette argile, il est bon de le facturer aussi, pour ne pas qu'il vous reste sur le portefeuille. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous avez 2 types de forfaits. Soit vous décidez d'être payé à l'heure, par exemple 20 € de l'heure. Il faut savoir qu'en France, un graphiste touche entre 35 et 75 € de l'heure, ce qui équivaut à entre 300 et 500 € par jour. C'est souvent lié à l'expérience, bien entendu. Donc par exemple, si vous estimez un travail à 10 heures de travail, vous allez faire 10 fois votre tarif horaire et ça vous donnera un montant que vous allez pouvoir proposer à votre client.
Le deuxième type de forfait, eh bien, vous l'aurez compris, c'est, on va dire, à l'objet fini. Par exemple, vous dites cette chose-là coûtera 100 euros, et ça, quel que soit mon temps passé dessus. D'expérience, j'ai l'impression que c'est cette méthode-là qui est la plus souvent utilisée. Souvent, un client aime savoir combien il va payer. Rien ne vous empêche d'estimer d'abord le prix en calculant le nombre d'heures que vous allez passer et ne pas hésiter à donner une fourchette à votre client en disant eh bien ça coûtera entre cette somme et cette somme, comme ça il n'a pas de mauvaise surprise, il sait à quoi il va s'attendre et comme ça vous êtes réglo de tous les côtés. Pensez également à une chose, je vous le dis comme ça de vous à moi, ça ne sort pas d'ici, mais il y a une différence quand même entre des clients particuliers qui ont souvent des budgets un petit peu plus bas et des clients privés, des entreprises avec qui vous allez pouvoir travailler. Sachez que rien ne vous empêche, si vous avez dans votre portefeuille client ces deux types de profils, de baisser un petit peu les prix publics pour essayer de toucher plus de monde et d'augmenter un petit peu les prix envers les clients type entreprise pour contrebalancer vos revenus. Et surtout, ne travaillez jamais pour rien du tout. Ne travaillez pas pour de la visibilité. Il y a quelques années, ça pouvait encore servir lorsqu'on était pendant la phase d'ascension des réseaux sociaux. Maintenant, les gens sont submergés de propositions, de sollicitations, de publicités, et les recommandations, la visibilité ne sert vraiment plus à rien et a même tendance à vous desservir. Si jamais vous éprouvez un petit peu de mal à tarifier, à choisir des prix pour ce que vous faites, vous pouvez benchmarker, c'est-à-dire aller voir ce qui se fait un petit peu à côté, regarder la concurrence, regarder quel type de tarifs sont prodigués pour des produits similaires, et ça vous permet de vous situer par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que les autres font. Et puis, une dernière chose, n'hésitez pas à faire des sondages auprès de vos clients potentiels, proposez des stories sur Instagram en disant à quel montant estimez-vous ce produit, ce qui vous permet de voir un petit peu l'attente des clients, et parfois c'est assez éloigné du prix que vous imaginiez, et parfois dans le bon sens. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir Cora Louise. Cora Louise est une artiste britannique qui a fait ses armes avec la peinture digitale, mais qui, depuis quelque temps, fait un mix média entre de l'aquarelle, du crayon de couleur et ensuite une petite retouche au digital. Elle a un style qui peut se rapprocher de l'univers de Tim Burton, à la fois inquiétant et caricatural, et j'apprécie énormément son travail. Elle a d'expérience collaboré avec Photoshop, Adobe Photoshop, ou a également travaillé pour la Primavera Simper Vuelve. Alors, excusez mon accent, mais c'est un film d'animation espagnol. Je suis en train d'apprendre l'espagnol. Hola, ¿qué tal? Je voulais vous parler d'elle parce qu'elle a un procédé que je trouve assez intéressant, et pourquoi pas une nouvelle pratique que vous pouvez découvrir ou réviser. Tout d'abord, elle fait un crayonné très très fin sur du papier. Oui, sur du papier. Donc, rien à voir avec du numérique pour l'instant. Et puis, elle va travailler avec de l'aquarelle très 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 diluée pour pouvoir varier facilement les contrastes. Donc, elle va avoir un premier résultat sur ses dessins qui va être assez délavé, assez clair, assez neutre, pastel. Elle va ensuite venir augmenter un petit peu les contrastes de sa peinture en utilisant les crayons de couleur pour repasser sur les traits qui étaient au crayon de papier à l'origine. Donc, tout ce qui va être contour va être repassé au crayon de couleur, et les couleurs vont être choisies en fonction des teintes qu'elle a décidé de mettre à l'aquarelle. Par exemple, pour une peau rose, elle va faire le contour du visage, par exemple, en rouge foncé. Et puis, là où la magie va opérer, c'est qu'elle va venir scanner son dessin avec cette aquarelle assez tranquille, assez lisse, assez pâle, et c'est à ce moment-là qu'elle va venir utiliser la peinture digitale pour venir augmenter les contrastes. Alors, c'est pas simplement une réglette j'augmente le contraste de mon dessin, c'est elle va reprendre des couleurs et venir repasser par-dessus certaines couches qu'elle a fait en aquarelle auparavant, ce qui va donner un mélange assez particulier entre dessin très traditionnel et dessin assez digital. C'est vraiment très 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 chouette. Et finalement, on se rend compte que ces deux techniques fonctionnent extrêmement bien ensemble, car le rendu est vraiment très harmonieux. Et il y a en plus un mood, c'est son mood, elle est très très forte pour arriver à transmettre des émotions assez particulières.
Je parle en plus d'elle parce que récemment, elle a sorti un e-book qui coûte environ 8,50€ sur sa boutique Etsy, où elle explique l'importance des formes dans la composition de personnages, ce qui lui permet de créer des personnages avec une identité forte, avec des shapes assez simples, des ronds, des carrés, des triangles. Personnellement, j'ai pris cet e-book et je vous le recommande chaudement si toutefois vous êtes intéressé dans la création de personnages, et surtout de personnages assez atypiques, encore une fois, un petit peu inspiré de Tim Burton. Et oui, je viens de mettre un coup dans le micro à la fin de la phrase, vous l'avez entendu certainement. Voilà, Power Up numéro 3, c'est déjà fini, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, dessinez un maximum, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ou sur Twitch, et puis à partager ces podcasts si toutefois vous les avez aimés et si vous voulez en faire profiter à d'autres personnes. À très bientôt, ciao ciao!